Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur la génétique des populations. Dans ce module, nous allons nous concentrer sur l'évolution, mais pas l'évolution comme on a vu avec Charles Darwin, où ce qu'on parlait d'évolution en général. Ici, on va voir plutôt l'évolution d'une population. Et pour pouvoir comprendre ce type d'évolution, on a d'abord besoin de faire une couple de définitions. Et la première, c'est celle de l'espèce. Alors on dit ici qu'une espèce, ce sont des organismes interféconds, c'est-à-dire qu'ils sont capables de produire des descendants entre eux de façon naturelle. Alors par exemple, si on parle d'éléphants, il existe dans le monde 3 différentes espèces d'éléphants. L'éléphant africain de savane, qui est l'Oxodonta africana, l'éléphant africain de forêt, qui est l'Oxodonta cyclotis, donc 2 types d'éléphants africains, et nous avons aussi l'éléphant asiatique, qui est Elephas maximus. Donc par définition, les éléphants africains de savane, étant la même espèce, peuvent et vont faire des bébés, tandis que 2 éléphants africains, un de savane et un de forêt, 2 différentes espèces, ne seraient pas nécessairement interféconds. Il existe des barrières reproducteurs qui empêchent ces 2 différents organismes de se reproduire. Pareillement pour n'importe quelle 2 différentes espèces. Notre prochaine définition, c'est celle de la population, qui est un grand sujet de notre module 4 sur l'étude de l'évolution des populations. La population, c'est un groupe d'individus de la même espèce qui partagent un même territoire ou qui sont potentiellement interactifs. Alors revenons à notre exemple d'éléphant. Si on prend encore une fois l'éléphant africain, tous les éléphants africains qui existent partout à travers le monde sont des éléphants qui font partie de l'espèce Loxodonta africana. Mais pas tous ces éléphants-là font partie de la même population. Si on regarde ici une carte du monde, l'éléphant africain, bien sûr, se trouve en Afrique. Donc, il pourrait y avoir un groupe d'éléphants africains qui demeure ici, un autre qui demeure ici. Ce sont 2 groupes d'éléphants de la même espèce, mais ce sont 2 populations différentes. Pareillement, l'éléphant d'Asie, il pourrait être ici, et donc une population spécifique d'éléphants, Elephas maximus, comparé à un autre groupe de cette même espèce qui vit à un différent endroit, on a 2 différentes populations. Et notre prochaine définition, c'est celle du pool génique ou du patrimoine génétique, qui par définition est l'ensemble de tout allèle, de tout gène qui se trouve dans la population. Donc encore une fois, avec notre exemple d'éléphant, disons que j'ai ici, dans mon ovale, une population d'éléphants constituée de 11 différents individus, chacun avec leurs allèles spécifiques pour un certain gène. L'ensemble de tous ces allèles forme ce qu'on appelle le pool génique ou le patrimoine génétique, 2 termes qui sont synonymes. Ce qui nous amène au sujet central de ce module qui est l'évolution d'une telle population. Et par définition, l'évolution d'une population, c'est quand il y a changement dans les allèles pour que l'organisme devienne différent. Mais avant d'aller voir les changements possibles dans le pool génique d'une population, allons voir d'abord qu'est-ce qui permet à ce pool génique de demeurer le même, et c'est ce qu'on appelle l'équilibre Hardy-Weinberg. Donc Hardy et Weinberg étaient 2 scientifiques, 2 chercheurs qui ont travaillé à élaborer une loi, que bien sûr a été nommée la loi Hardy-Weinberg, qui stipule que les fréquences des allèles, c'est-à-dire les fréquences de grand A et de petit a, dans une population, demeurent les mêmes d'une génération à l'autre, lorsque cette population respecte 5 caractéristiques. D'abord, la population est très grande. Si c'est une population qui est très petite, on aurait plus de chances d'avoir des erreurs d'échantillonnage. Un petit changement fait une grande différence, donc on veut une grande population, un grand échantillon. Les individus s'accouplent de façon aléatoire, parfaitement au hasard. Il n'y a pas de sélection dans son partenaire reproducteur. Il n'y a aucune mutation génétique qui peut venir changer une allèle d'une forme à une autre. Il n'y a pas de migration, il n'y a pas d'individus qui s'ajoutent ou d'individus qui s'enlèvent de la population, et il n'y a aucune sélection naturelle. Donc, une population qui respecte ces 5 caractéristiques, c'est une population qui est dite en équilibre Hardy-Weinberg, c'est-à-dire son patrimoine génétique, l'ensemble de tous les allèles de tous ces gènes demeure le même de génération en génération. Et une dernière note sur la loi Hardy-Weinberg, elle s'applique uniquement dans les circonstances où le gène est géré par dominance complète. Alors on parle de grand A et de petit a. Hardy et Weinberg ont élaboré 2 équations fondamentales qui sont utiles à calculer
les fréquences alléliques ou les fréquences génotypiques ou même les fréquences phénotypiques d'une population en équilibre. Alors nous avons d'abord P plus Q est égal à 1 et P au carré plus 2PQ plus Q au carré est égal à 1. Tout d'abord, c'est quoi le P? Bien, le P, c'est la fréquence de l'allèle grand A. Notez bien ici le mot fréquence. P, ce n'est pas le nombre de grand A. Si on retourne à notre population d'éléphants de tantôt et je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 grands A, il y a 11 grands A en tout sur 22 allèles total. 11, c'est le nombre de grands A, mais 11 divisé par 22, qui est 0,50 ou 50%, ça c'est la fréquence de l'allèle. Bien sûr, ici, on n'a même pas besoin de compter, on aurait une fréquence de l'allèle récessif de 11 sur 22, qui est aussi 50%, et Hardy et Weinberg ont utilisé le symbole Q minuscule pour représenter la fréquence de l'allèle petit a. Donc, c'est logique ici que la fréquence de l'allèle grand A additionnée à la fréquence de l'allèle petit a va nous donner 100% de la population. Alors, dans notre exemple, on avait un P qui était 0,50 et on avait un Q qui était 0,50. 0,50 plus 0,50 va donner 1. Notez que le 1 représente 100% en nombre décimal. Alors, vu que c'est dominance complète, il y a des A majuscules, il y a des A minuscules, c'est tout. Si on les additionne ensemble, on va avoir l'ensemble de tous nos allèles de cette population. Mais comment est-ce qu'on est arrivé à P au carré plus 2PQ plus Q au carré est égal à 1? Bien, ceux qui sont forts en mathématiques, vous allez conclure que si je fais P plus Q au carré, ça me donne P au carré plus 2PQ plus Q au carré. Donc, d'où vient ce P plus Q au carré? Je vais l'expliquer ici. Alors, nous avons déjà établi que P et Q sont les fréquences de l'allèle dominant et récessif respectivement. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si je ne veux pas juste un allèle, mais je veux deux allèles, c'est-à-dire je veux un génotype? Bien sûr que le grand A, c'est le génotype, mais là, je veux la fréquence génotypique. Bien, la probabilité de choisir un éléphant au hasard est de tomber sur le grand A, c'est représenté par la lettre P, et la probabilité d'obtenir un deuxième grand A, c'est la probabilité représentée par P. Donc, comment est-ce que je calcule la probabilité de choisir au hasard un éléphant et qu'il soit homozygote dominant? C'est P fois P, qui est P au carré. Pareillement, si je choisis un éléphant au hasard et je veux calculer la probabilité qu'il soit petit a, c'est-à-dire homozygote récessif, bien la probabilité d'obtenir un petit a seulement, c'est Q, et la probabilité d'obtenir un deuxième petit a, c'est Q. Donc la probabilité d'obtenir petit a ensemble, c'est Q fois Q, qui est Q au carré. Et finalement, comment est-ce que j'obtiens la fréquence du génotype hétérozygote? Bien, il y a deux façons d'être hétérozygote. Il y a grand A, petit a, et il y a petit a, grand A, qui donnent la même chose, mais c'est quand même obtenu de différentes façons. Disons grand A de papa, petit a de maman, ou petit a de papa, grand A de maman. La probabilité pour le grand A, c'est P. La probabilité pour le petit a, c'est Q. Donc, on a P fois Q. Et ici, on a Q fois P. En algèbre, Q fois P ou P fois Q, c'est la même chose. Donc, on peut les regrouper ensemble pour donner 2PQ. Donc, P au carré, Q au carré et 2PQ. Ça, c'est la fréquence du génotype homozygote dominant. Ça, c'est la fréquence du génotype homozygote récessif. Et ça, c'est la fréquence du génotype hétérozygote. Si je les additionne tous ensemble, je devrais avoir 100% de mes fréquences génotypiques. Et donc, P au carré plus 2PQ plus Q au carré est égal à 1. On peut alors maintenant terminer notre liste de fréquences. Nous avons d'abord les fréquences alléliques, P et Q. Nous avons les fréquences génotypiques, P au carré, 2PQ et Q au carré. Et finalement, nous avons les fréquences phénotypiques, où ce que soit l'individu porte le phénotype dominant ou l'individu porte le phénotype récessif. Bien, le phénotype récessif qui est uniquement obtenable en étant petit a, c'est sûr que ça va être représenté par le symbole Hardy-Weinberg qui est Q au carré.
Mais en ce qui concerne le phénotype dominant, vu qu'on peut porter le phénotype dominant soit en étant homozygote dominant ou hétérozygote, la fréquence de ceux qui auront le phénotype dominant sera représentée par P au carré plus 2PQ. Évidemment, l'utilité de tout ceci devient beaucoup plus évidente dans des exemples. Exemple 1. Dans une population donnée, la fréquence de l'allèle dominant est 0,88. Quelle est la fréquence des homozygotes récessifs? Mais tout d'abord, face à n'importe quel problème Hardy-Weinberg, il faut se poser deux questions. Qu'est-ce qu'on me donne et qu'est-ce que je cherche? Les calculs qu'on aura à faire, peu importe la question Hardy-Weinberg, les calculs seront des calculs très simples. Mais si on se trompe dans qu'est-ce qu'on me donne et qu'est-ce que je cherche, évidemment, on n'aura pas la bonne réponse. Alors, quand on pose la question « qu'est-ce qu'on me donne ?», ça peut être une de 5 choses. Alors, le 0,88, qui est la seule et unique valeur quantitative donnée dans l'exemple, c'est soit P, Q, P au carré, Q au carré, P au carré plus 2PQ ou 2PQ. Maintenant, on peut tout de suite rayer celui-ci. Ça ne sera jamais le 2PQ uniquement qu'on nous donne, parce que dans ce cas-là, on aurait deux variables et essayer de trouver la valeur d'une des deux variables sera impossible. Donc vraiment, on sait soit lui ou lui. Des fois, ça va être évident, la fréquence de l'allèle dominant. Bien, lequel de ces symboles est la fréquence de l'allèle dominant? Fréquence de l'allèle dominant, c'est P. Alors, on me donne P. Qu'est-ce que je cherche? Mais dans le domaine de qu'est-ce que je cherche, ça pourrait être n'importe quelle de ces valeurs qui est demandée. Mais dans ce cas-ci, c'est encore terriblement évident. Quelle est la fréquence des homozygotes récessifs? Fréquence des homozygotes récessifs, je cherche Q au carré. Une fois qu'on a notre point de départ et notre point d'arrivée, on est capable de résoudre très facilement. P est égal à 0,88. On sait que P plus Q est égal à 1. Donc Q va être égal à 1 moins P, ou dans cette circonstance, 1 moins 0,88. Q est donc égal à 0,12. Je cherche Q au carré. J'ai tout simplement besoin de mettre 0,12 au carré, qui est 0,0144, et qui est ma réponse. Exemple 2. Dans une population donnée, la fréquence des homozygotes dominants est de 0,72. Quelle est la fréquence des homozygotes récessifs? Encore une fois, qu'est-ce qu'on me donne? Qu'est-ce que je cherche? La fréquence des homozygotes dominants. Fréquence des homozygotes dominants. On me donne P au carré. Donc, P au carré est égal à 0,72. Et qu'est-ce que je cherche? Quelle est la fréquence des homozygotes récessifs? La fréquence des homozygotes récessifs, c'est Q au carré. Donc, je sais maintenant où partir et où arriver. Si P au carré est égal à 0,72, bien dans ce cas-là, P, c'est la racine carrée de 0,72. Q va être égal à 1 moins la racine carrée de 0,72. Et Q au carré va être égal à 1 moins la racine carrée de 0,72 au carré. Il nous reste juste à pitonner tout ceci pour obtenir 0,0229. Alors nous avons un tout petit peu plus que 2% de la population qui est homozygote récessif. Exemple 3. Un trouble génétique causé par un allèle récessif affecte 18% d'une population de canaris. Quelle est la fréquence de l'allèle dominant dans cette population? Donc je vais t'inviter à l'essayer. Appuie sur pause. Et maintenant la solution. Et voilà. Si tu as eu 0,575735 ou environ 57,6%, bravo. Qu'est-ce qu'on me donne? On me donne Q au carré est égal à 0,18. Un trouble génétique causé par un allèle récessif. Causé par un allèle récessif. Le trouble va t'affecter seulement et uniquement si tu es petit a, petit a. Donc, si 18% de la population est atteint du trouble, 18% de la population sont petit a, qui est Q au carré. Donc, Q au carré est égal à 0,18. Qu'est-ce qu'on cherche? Ici, c'est facile. La fréquence de l'allèle dominant. La fréquence de l'allèle dominant, c'est P. Donc, on a Q en faisant la racine carrée de 0,18. On a P en faisant 1 moins la racine carrée de 0,18, qui donne 0,575735.
Numéro 4. La fréquence de l'allèle dominant pour la polydactylie dans une population norvégienne est de 0,12. Combien d'individus de cette population de 10 242 individus auront 12 doigts et orteils? Je t'invite à l'essayer. Appuie sur pause. Et maintenant, la solution. Et voilà. Si tu as eu 2310 individus, bravo. Qu'est-ce qu'on me donne? Le 0,12, c'est la fréquence de l'allèle dominant, donc P. P est égal à 0,12. Combien d'individus de cette population auront 12 doigts et orteils? Bien, vu que les 12 doigts et orteils, c'est causé par un allèle dominant, grand A ou grand A petit a donne 12 doigts et orteils, c'est-à-dire P au carré plus 2PQ seront ceux qui sont atteints de 12 doigts et orteils. Alors, on cherche pas juste P au carré plus 2PQ. Vu qu'on veut le nombre d'individus, on doit faire P au carré plus 2PQ fois la taille de la population, c'est-à-dire le nombre d'individus total, et ça va nous donner notre réponse. Alors, j'ai trouvé Q en faisant 1 moins P. Une fois que j'ai Q et P, je peux trouver P au carré plus 2PQ en faisant ceci, qui a donné 0,2256. Je vais multiplier 10 242 par 0,2256 pour me donner 2310,5952 individus. Quand on arrondit, et c'est un nombre d'individus, on arrondit toujours à l'inférieur, car le 0,5952 ne compte pas pour un individu au complet. Donc 2310 est la réponse. Exemple 5. Dans une population de caribous au nord de Jasper, 8,3% des individus ont de la fourrure brune. Si la couleur pâle de la fourrure domine complètement sur la couleur foncée, quelle est la fréquence de l'allèle dominant dans cette population? À toi d'essayer. Appuie sur pause. Et maintenant la solution. Et voilà, si tu as eu 0,71 ou environ 71%, bravo. Sinon, passe à travers ma démarche pour voir où tu aurais fait une erreur. Numéro 6. Chez les moustiques, un allèle mutant donne une résistance à l'insecticide DEET utilisé dans les chasses moustiques. Cet allèle est répandu à 21% dans une population de 98 274 847 moustiques albertains. Combien de ces moustiques sont homozygotes dominants? Une petite mention vite ici, allèle mutant, au moins que ça vous dise autrement, l'allèle mutant est considéré comme étant l'allèle récessif. Alors à toi de l'essayer, appuie sur pause, et maintenant la solution. Et voilà, si tu as eu 61 333 332 moustiques homozygotes dominants, bravo. Sinon, passe à travers ma démarche pour voir où tu aurais fait une erreur. Un tout dernier exemple, chez les plants de tomates, l'allèle grand R qui donne la forme ronde aux tomates domine complètement sur l'allèle petit r qui donne une forme multiloculaire. Dans une population de 1206 plants de tomates, 71% de ces individus forment des tomates rondes. Quelle est la fréquence de l'allèle dominant? À toi de l'essayer, appuie sur pause, et maintenant la solution. Et voilà, si tu as déterminé que la fréquence de l'allèle dominant est environ 46%, bravo. Sinon, le 71%, c'est P au carré plus 2PQ. Pourquoi? Parce que le 71%, c'est les tomates rondes, et les tomates rondes sont causées par l'allèle dominant. Donc, grand A et grand A petit a font partie du 71%. Le problème avec ceci, c'est qu'on ne peut pas isoler avec cette équation-là, soit P ou Q. Mais c'est sous-entendu que si P au carré plus 2PQ plus Q au carré est égal à 1, et je sais que ça, c'est 0,71, bien, Q au carré va être 1 moins 0,71, comme je l'ai écrit ici. Donc, Q au carré est égal à 0,29. Fait que la valeur qu'on nous donne dans cet exemple est un petit peu subliminale. Il faut la figurer pour nous-mêmes. Après ça, ce sont des calculs simples pour trouver environ 46%. Donc, ceci marque la fin de notre vidéo sur l'équilibre Hardy-Weinberg. Bonne fin de journée.